Et nous nous laissons consoler parce que où irons-nous? Permettez-moi de m'arrêter. Monsieur le directeur du cabinet du ministère de la Sécurité, monsieur le préfet, monsieur le directeur du cabinet, il a fallu que ces témoignages soient faits pour montrer la profondeur de la détresse qui traite le village d'Abdiagaré. Je crois que le message a été compris. Donc avec, comme chaque année, hein, c'est de coutume maintenant, donc à Paris, avec le couple présidentiel français, ça a eu lieu donc le 30 août dernier. Moi, je vais peut-être vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas passer son été en Côte d'Ivoire et finir à la table donc du président Alassane Ouattara en expliquant ses perspectives de gestion gouvernementale de la France, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est dans cette position? Je comprends qu'on aille passer des vacances en France, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on finit toujours avec ce fameux déjeuner où on fait un peu le point de notre gouvernance, où on fait un peu le point des perspectives, des choses à venir? Si tel est qu'ils ont une forme de fraternité ou d'amitié, alors que ça ne se fasse pas dans un cadre formel, mais quand c'est répété dans le cadre formel, en tant qu'analyste, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on rend des comptes? Est-ce que c'est la nature des relations bilatérales qui impose cela? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que le président n'irait pas, par exemple, en Chine, passer quelques jours de vacances et s'entretenir par la même occasion avec les autorités chinoises sur ces mêmes questions? On est en train d'écrire l'histoire avec la Chine. Pourquoi est-ce que c'est toujours la France? C'est très bien de choisir sa destination de vacances, ça reste personnel. Mais à partir du moment où on médiatise ce type de rencontre de façon répétée avec des sujets qui touchent à la gouvernance, qui touchent aux perspectives électorales à venir concernant la Côte d'Ivoire, on commence justement à avoir une polémique où les gens se demandent est-ce qu'on rend constamment compte à la France? Donc il faut soit qu'on explique clairement quelle est la motivation donc, qui justifie donc, ces rencontres répétées. Alors, les Français ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas souvent ses vacances en Côte d'Ivoire? Ou tout simplement, si on ne parle que du déjeuner, parce que oui, le choix de vacances, c'est personnel, on ne peut pas lui imputer ça. Moi, je parle vraiment de cette rencontre, du contenu de la conversation et de l'aspect répété de cette rencontre. Donc, pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas souvent s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur ses perspectives de gouvernance de la France? Merci. Bonjour à tous et grand merci pour avoir fait le déplacement. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard avec lequel nous débutons cette conférence de presse liée à quelques aléas techniques. Excusez-moi, c'est très bien son micro, on l'entend très très bien. Je pense qu'avec le micro, on entendra moins bien. On va essayer avec le micro. Ah. Vous, on vous entend, par exemple, quand vous parlez dans le micro, c'était pas utilisable hein, pour la télé, comme je vous disais. C'était trop fort en fait. Bon, essayez, mais monsieur parle très fort, donc monsieur a une belle voix. Et donc, à cette table, je voudrais me permettre de présenter l'ensemble des membres composant le collectif d'organisation de la société civile qui a saisi la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la liberté d'association. À l'extrême droite, nous avons Monsieur Séry, Marc Catou, président de la panel. Nous avons Jean-Didier Broussier, président de ING, Impact New Generation. Docteur Christophe Kwame de Civis Côte d'Ivoire. Chéri Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne. et moi-même, Éric Aimé Simian, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme.
Le thème de cette conférence de presse porte essentiellement sur l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 que nous percevons comme étant un danger pour la société civile. Cette conférence de presse vise à donner notre position claire et à expliquer pourquoi est-ce que nous avons saisi la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la question de la liberté d'association. En préliminaire, et ce que vous allez devoir retenir de cette conférence de presse, je vais vous faire un résumé avant d'aller dans le détail. À titre de résumé, il faut retenir ceci. Le 14 août 2024, les organisations signataires de cette saisine ont saisi la rapporteure spéciale sur la liberté d'association au niveau des Nations Unies pour contester en tout point de vue l'ordonnance visée, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, pour ces organisations, l'aménagement des libertés publiques et de l'espace démocratique et civique en Côte d'Ivoire, dont fait partie bien sûr la réglementation sur la société civile, relève du domaine de la loi, au sens de l'article 101 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Il nous apparaît curieux et surprenant qu'une ordonnance soit adoptée contre toute attente là où une loi devrait être de rigueur selon la Constitution. Qu'est-ce qui justifie l'urgence de l'adoption d'une ordonnance au lieu d'une loi qui aurait permis un débat plus sérieux devant les élus de la nation sur le rôle des organisations de la société civile dans la construction de notre démocratie? Il est clair que l'adoption de cette ordonnance ouvre le débat juridique sur la différence entre la loi et l'ordonnance, et plus généralement sur le domaine de la loi et celui du règlement, surtout dans un secteur aussi vital que l'aménagement des droits et libertés dans un État qui se veut démocratique. Ça, c'était sur la forme. Qu'en outre, sur le fond, et en d'autres termes, l'économie générale du test n'aborde aucunement les questions sur les attributions de la société civile, son champ d'action et d'exercice, ses relations avec les pouvoirs publics et un régime de protection des acteurs de la société civile dans l'exercice de leurs fonctions. Alors que l'article 26 de la Constitution du 8 novembre 2016 précité définit la société civile comme un moyen d'expression de la démocratie. Qu'ensuite, l'ordonnance querellée prévoit le rapportage et le contrôle annuel des organisations de la société civile que nous jugeons surabondants et inutilement étouffants pour des organisations dites non gouvernementales. Que toujours, l'ordonnance ne prévoit aucun droit spécifique de la société civile dans l'accomplissement de ses missions, mais seulement un régime d'obligation, assorti même de sanctions pénales. Qu'enfin, l'ordonnance prévoit la possibilité de dissolution des organisations de la société civile par le gouvernement, donc par l'exécutif, pour celles de ces organisations qui ne travailleraient pas dans le sens de l'ordre et de la sécurité publique, de la cohésion sociale, ou qui jetteraient le discrédit sur les institutions politiques et leur fonctionnement, sans toutefois donner des définitions claires de toutes ces notions et de toutes ces hypothèses qui, somme toute, sont finalement laissées à la seule appréciation de l'exécutif. Les organisations signataires s'engagent à user de tous les moyens légaux pour la rétractation de cette ordonnance avant qu'elle ne produise quelque effet que ce soit au vu de son caractère liberticide et non démocratique. Ça, c'était pour le résumé. Les objectifs de cette conférence, c'est d'abord de vous présenter notre lecture de cette ordonnance, d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les dangers de cette ordonnance sur la démocratie et sur l'ouverture d'espaces civiques et démocratiques en Côte d'Ivoire en général, à l'orée des échéances électorales d'octobre 2025 qui se présentent comme étant importantes. Ensuite, il s'agit pour nous d'expliquer les raisons de la saisie du mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur les libertés de réunion et d'association, ainsi que nos attentes, puis de présenter la suite des démarches. Pour cela, il est important de faire des précisions. La présente initiative contre cette ordonnance est uniquement motivée par un intérêt purement citoyen et d'intérêt général.
Elle résulte de la mobilisation spontanée de plusieurs acteurs de la société civile ivoirienne face à l'adoption de cette ordonnance qui s'assimile à une restriction. Contrairement à des idées et des informations qui ont circulé ça et là et qui nous sont parvenues, il n'y a aucune motivation politique sous-jacente, sinon qu'un déploiement de mobilisation d'organisations consciencieuses et soucieuses de leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique dans le contexte sociopolitique préélectoral qui s'ouvrira bientôt en Côte d'Ivoire, à l'orée des élections de 2025. La société civile ivoirienne est longtemps restée en marge ou à la périphérie des débats d'intérêt national et entend prendre toute sa place pour éviter encore à notre pays des escalades inutiles de violences politiques et communautaires. Pour ce faire, dès lors que les libertés publiques fondamentales, l'espace civique et démocratique sont en péril, il est de notre devoir républicain de réagir afin que ce qui mérite d'être corrigé le soit. Depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 7 août 1960, le régime juridique et le fonctionnement des associations dont font partie les organisations non gouvernementales de la société civile relevait de la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Plus qu'évidemment, au vu de l'évolution sociopolitique et législative, puis des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, il était donc nécessaire d'adopter une nouvelle législation qui soit spécifique aux organisations de la société civile et aux organisations non gouvernementales. Ce d'autant plus que la Constitution ivoirienne elle-même, en son article 26, lequel article qui figure au chapitre 1er intitulé des droits et libertés, indique ceci. La société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. Cette consécration nous a mis beaucoup de baume au cœur. Au vu de cette disposition, et dans le contexte sociopolitique actuel et du passé politique encore récent de la Côte d'Ivoire, il est indéniable que la société civile ivoirienne a un rôle important, fondamental à jouer dans la démocratisation de notre pays. À ce titre, légiférer sur la société civile en tant que composante de l'expression de la démocratie pour en déterminer le champ d'action, les droits et devoirs, puis le type d'interaction possible avec les pouvoirs publics, les représentations diplomatiques, les partenaires extérieurs, etc., s'avérait une nécessité et une suite logique découlant de cet article 26 de la Constitution. Je vous prie de bien vouloir prêter attention à ce qui suit. De par cette obligation même qui découle de la Constitution, au lieu d'une loi ordinaire, c'est plutôt une loi organique qui devait organiser la société civile en Côte d'Ivoire. Étant entendu que l'article 102 de la Constitution dit ceci. Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des institutions, des structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Or, c'est la Constitution elle-même qui érige la société civile comme une composante de la démocratie. À la vérité, au même titre que les institutions de la République prévues par la Constitution, la société civile, en tant que structure et système prévus par la Constitution, mérite tout aussi d'être prévue par une loi organique. Dans l'ensemble, s'il faut se réjouir que le gouvernement ait pensé à mieux réglementer la société civile, force est néanmoins de constater que l'économie de la lecture du texte pose de criantes insuffisances qui en disent long sur le rôle qu'on veut réellement assigner à la société civile ivoirienne en limitant sa sphère d'exercice et en la rendant totalement dépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif de l'administration publique territoriale, contrairement à sa nature non gouvernementale, indépendante et impartiale. Quelle est notre analyse? Nos inquiétudes portent sur, premièrement, l'opportunité. Quelle est l'opportunité d'adopter une ordonnance plutôt qu'une loi? Comme ceci nous a été indiqué lors des consultations préalables. En effet, le ministère de l'Intérieur avait organisé des consultations préalables de 2019 à 2021 avec la société civile. Et là, il était question de l'adoption d'une loi. Contre toute attente, le processus de validation de ce projet de loi n'est pas arrivé à son terme. Alors que nous, on s'attendait à un atelier de synthèse et de relecture, elles sont surprises de voir la publication d'une ordonnance dont elles ne comprennent ni l'opportunité, ni les tenants, ni les aboutissants. Par ailleurs, en 2014,
une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme a été votée et est difficilement appliquée actuellement. Elle mériterait d'être élargie à toutes les ONG. Deuxième point, l'absence de disposition sur l'importance de la société civile et sa participation à l'expression de la démocratie, comme c'est dit à l'article 26 de la Constitution. L'ordonnance ne fait aucunement référence à l'article 26 de la Constitution qui parle de son rôle en matière d'appui à la démocratie. Faute de le faire, ne nous y trompons pas. Il s'agit ni plus ni moins que d'un réel recul sur des points qui étaient pourtant des acquis au niveau de la Constitution. Ce texte devrait plutôt être, du moins pour nous, l'ordonnance ou la législation sur la société civile, devrait être le prolongement de l'article 26 de la Constitution et devrait plutôt fixer le cadre des relations et des interactions entre la société civile et les pouvoirs publics, ainsi que les leviers d'action de la société civile, conformément aux articles 19 et 20 de la Constitution qui garantissent, n'est-ce pas, la liberté d'association. Un autre point qui figure à l'article 1er de cette ordonnance, où il est dit clairement que les organisations de la société civile doivent être apolitiques et ne pas avoir de lien avec les partis politiques. Pour nous, cette disposition achève de nous convaincre sur son ambiguïté légendaire. Comment voulez-vous que dans un État où la Constitution prévoit que la société civile soit une composante d'expression de la démocratie, ce qui veut dire qu'elle occupe donc l'espace civique et démocratique, que la société civile n'ait pas de lien avec les partis politiques. D'ailleurs, la notion de lien n'est pas précisée dans cet article. Et donc, société civile, acteurs politiques, mais nous occupons tous ensemble l'espace civique et démocratique. Nous sommes amenés à faire du plaidoyer, des consultations et des échanges avec des acteurs de partis politiques, y compris des acteurs du parti au pouvoir. Donc dire que la société civile ne doit pas avoir de lien, ceci mérite d'être précisé. Un autre point est que l'ordonnance ne fait aucune référence à la protection des acteurs de la société civile dans l'exercice de leurs fonctions. Bien sûr, l'activité de société civile peut comporter des risques. Mais nous ne voyons à travers l'ordonnance aucune disposition relative à la protection des membres de la société civile qui sont, de par la Constitution, une composante d'expression de la démocratie. Alors que la loi de 2014, du 20 juin 2014, qui est spécifique à la protection des défenseurs des droits de l'homme, elle établit un régime de protection des défenseurs des droits de l'homme, qui sont une composante de la société civile. Donc là où une loi ordinaire simple a prévu un mécanisme de protection pour une catégorie d'acteurs de la société civile, pourquoi est-ce que le texte qui est censé régir la société civile dans son ensemble, lui ne prévoit pas un régime de protection assorti? Autre point, les articles 22, 47, 48 et 53 de l'ordonnance sont de nature à restreindre la marge de manœuvre de la société civile en ce qu'elles offrent la possibilité à l'administration publique d'exercer une tutelle et un contrôle surabondant et étouffant sur la société civile, y compris des visites et des obligations pour les OSC de soumettre des rapports. Alors comment comprendre que les organisations de la société civile qui ne sont pas gouvernementales soient obligées, sous peine de sanctions, de soumettre des rapports d'activité à l'autorité publique et de recevoir des visites de l'autorité publique? Alors, il faut bien comprendre les choses. Une organisation non gouvernementale de la société civile, le mot non gouvernemental signifie qu'elle n'est pas dans la structure du gouvernement. Parce que tel que c'est écrit, si vous rendez compte à quelqu'un, si la personne peut réviser vos rapports et peut vous rendre visite de manière inopinée, ça veut dire que la personne est votre supérieur hiérarchique. Ça n'a pas d'autre nom. Ensuite, le délai de 12 mois prévu à l'article 133 de l'ordonnance et qui donne 1 an aux ONG pour se conformer à l'ordonnance, pour nous ça paraît peu au regard des lenteurs déjà constatées dans le processus de reconnaissance officielle des OSC. De plus, une pénalité d'1 million pour le non-respect de cette disposition nous paraît inutile et sans objet pour des cas d'impossibilité de retard qui sont généralement imputables à l'administration elle-même. Je m'engage à vous dire que plus de 95% des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire fonctionnent avec un récépissé de dépôt. Avoir un récépissé définitif en Côte d'Ivoire relève d'un véritable parcours de combattant. L'organisation que je dirige depuis 10 ans n'a pas de récépissé définitif. Ce n'est pas faute d'avoir fait toutes les procédures nécessaires. Et je ne suis pas le seul dans le cas. Alors on ne peut pas
à partir de ce constat, ne donner qu'une seule année aux organisations de la société civile pour se conformer à la nouvelle législation, alors qu'on n'a même pas fini avec l'ancienne. C'est-à-dire qu'au regard de l'ancienne législation, on n'est même pas à jour. Et c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute aux ONG. Donc ne nous imposez pas un régime de sanctions pour des lenteurs qui ne relèvent pas de notre fait. On dépose un dossier en 2014 jusqu'en 2024, on n'a pas d'arrêté définitif. Et vous nous demandez de nous mettre à jour vis-à-vis de la nouvelle législation. Mais à partir de quoi? On continue. D'une manière générale, et ça je vous prie d'écouter, chers collègues journalistes, dans cette ordonnance-là, il n'existe que des obligations et des sanctions pour les organisations de la société civile. Ce qui nous emmène à conclure que ça, ce n'est pas un test pour la société civile, c'est un code pénal pour la société civile. C'est un code pénal pour la société civile. Il n'existe que des obligations, y compris des sanctions pénales, qui, de notre point de vue, n'ont pas leur utilité là. Si tant est qu'on est vraiment une composante de l'expression de la démocratie. En face, il n'existe presque aucune obligation vis-à-vis de l'administration publique, dont la responsabilité ne peut être nullement soulevée pour abus ou pour obstruction dans la création. Figurez-vous qu'il n'est même pas mentionné clairement que toutes les décisions que les autorités publiques auront à prendre concernant la création, la sanction ou encore la dissolution des ONG, nulle part il n'est prévu qu'on ait des recours. Parce que l'article 22 prévoit la possibilité pour le gouvernement de dissoudre en conseil des ministres une organisation qui ne travaillerait pas dans le sens de l'ordre public, on l'a déjà dit. Mais on n'a pas dit qu'il y ait un recours contre ces décisions. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'administration publique, le gouvernement n'a pas d'obligation vis-à-vis de la société civile, même pas une obligation de protection, alors que la Constitution dit qu'on est une force d'expression de la démocratie. On continue. Pourquoi nous avons saisi le rapporteur spécial? Ça aussi c'est bon de préciser, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. C'est qui un rapporteur spécial et il sert à quoi? Voilà. Un rapporteur spécial, ce n'est pas une juridiction. Le rapporteur spécial, c'est une procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le rapporteur spécial, lui, il est nommé par les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme. On ne peut pas nous le reprocher parce que la Côte d'Ivoire a déjà été membre à 3 reprises du Conseil des droits de l'homme. Et la Côte d'Ivoire en a été fière dans tous les forums internationaux de décliner sa qualité de membre, n'est-ce pas, du Conseil des droits de l'homme. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire a contribué à nommer, n'est-ce pas, ces rapporteurs spéciaux. La Côte d'Ivoire était membre du Conseil des droits de l'homme de 2013 à 2015, de 2016 à 2018 et de 2021 à 2023. Le mandat de rapporteur spécial était un mandat d'appui technique, de conseil et d'orientation. En saisissant ce mandat, nous attendons qu'il soit dénoncé à la Côte d'Ivoire la nature contraire de cette ordonnance avec les engagements internationaux du pays, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, etc. Qu'ensuite, le rapporteur spécial partage avec la Côte d'Ivoire la compréhension et l'étendue de cette liberté qu'on appelle la liberté d'expression. Car il nous semble que cette liberté n'est pas bien comprise en Côte d'Ivoire. Que le rapporteur spécial partage également avec la Côte d'Ivoire les meilleures pratiques en matière de législation sur la société civile. Et qu'enfin, le rapporteur spécial propose son expertise et son appui technique à la Côte d'Ivoire pour adopter une législation. Je dis bien une législation conforme, en bonne et due forme sur la société civile, conformément à la Constitution et aux obligations internationales, comme le rapporteur spécial a eu à le faire en 2024, en janvier 2024, lorsque l'État de Tunisie s'apprêtait à adopter une législation qui est similaire à celle que la Côte d'Ivoire va nous imposer actuellement. Figurez-vous que le rapporteur spécial a dû rappeler l'État de Tunisie à l'ordre sur ses engagements internationaux. Et en lisant le texte, mais ce que le rapporteur spécial a dit pour la Tunisie est totalement valable pour la Côte d'Ivoire. Quelles sont les prochaines étapes? Un autre point qui nous a échappé, excusez-moi pour le peu, il y a que cette ordonnance est mise en lien avec la lutte contre le terrorisme et contre le blanchiment d'argent. C'est-à-dire, mettez-vous à notre place, on légifère sur la société civile et on fait de cette législation une législation à double casquette, c'est-à-dire qui réglemente la société civile qui en même temps contribue à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le sous-jacent le plus évident qui est derrière ça, ça veut dire quoi? Que la société civile est un moyen par lequel le terrorisme peut passer et le blanchiment d'argent peut passer. Ce sous-jacent, nous ne l'acceptons pas. Nous trouvons ça, excusez-moi, c'est un peu insultant. C'est un peu insultant. Puisqu'il n'y a pas d'antécédent.
Voilà, c'est un peu insultant, d'autant plus qu'il n'y a pas d'antécédent. La Côte d'Ivoire a déjà une législation assez suffisante sur le terrorisme, sur le blanchiment d'argent, mais pourquoi mettre la législation sur la société civile en lien direct avec le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent? Il faut séparer les choses, ça n'a rien à voir. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes? Pour nous, pour le collectif de ces organisations réunies ici présentes, je voudrais d'abord rappeler que c'est un collectif spontané qui a décidé de se regrouper et de répondre à l'appel qui a été lancé par les uns et les autres. Normalement, dans un État qui se respecte, dans une société civile qui est responsable, on devrait être beaucoup plus nombreux que ça. Et de ce point de vue, nous sommes un peu tristes et désolés que la société civile peine à se mobiliser pour cette question. Mais ça ne nous empêche pas d'aller jusqu'au bout et nous allons aller jusqu'au bout. Les prochaines étapes sont les suivantes. Nous allons élargir la saisine du rapporteur spécial des Nations Unies à tous les rapporteurs spéciaux des Nations Unies et de l'Union africaine, notamment les rapporteurs spéciaux sur la liberté d'expression, les rapporteurs spéciaux sur la liberté d'opinion, les rapporteurs spéciaux sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, pour que la Côte d'Ivoire soit interpellée. Une campagne de plaidoyer sera lancée auprès des représentations diplomatiques et des partenaires afin d'expliquer le mal fondé de cette ordonnance et la nécessité d'adopter une législation plus ouverte sur la société civile qui favorise l'expression plurielle à l'orée des élections de 2025. Les organisations signataires s'engagent à faire en sorte que la question de cette ordonnance fasse l'objet de débats au cours du prochain passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel lors de la 47e session du Conseil des droits de l'homme le 5 novembre prochain à Genève. Nous y serons et nous allons mener ce plaidoyer. Les organisations signataires s'engagent à interagir avec les parlementaires afin de leur faire comprendre tout le mal fondé de cette ordonnance, afin d'éviter qu'elle ne soit ratifiée en l'état et les emmener à solliciter une loi ordinaire à défaut d'une loi organique. Notre raisonnement demeure. À la lecture de la Constitution, il apparaît clairement que, suite à l'adoption de l'article 26, à ce que l'article 26 a dit, la société civile en Côte d'Ivoire ne peut être organisée que par une loi organique. À défaut, on peut accepter une loi ordinaire, mais pas une ordonnance qui relève du règlement. Il y a une différence fondamentale à comprendre entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. La loi est supérieure au règlement. Donc, une ordonnance, ce n'est pas une loi, du moins tant qu'elle n'est pas encore ratifiée. Enfin, les signataires estiment qu'ils sont ouverts à tout dialogue officiel pour trouver une issue heureuse à cette page peu honorable de l'histoire de la société civile ivoirienne, qui n'aurait jamais dû s'ouvrir si une bonne partie de la société civile ivoirienne n'avait pas été exclue du processus d'élaboration de cette ordonnance. Les organisations signataires s'engagent à entamer toute discussion visant à améliorer la législation sur la société civile, dans le cadre d'un processus législatif normal, permettant un débat ouvert devant les élus de la nation. Les signataires lancent un appel au gouvernement pour le retrait pur et simple de cette ordonnance antidémocratique et liberticide. Aux députés, pour ne pas ratifier cette ordonnance au risque de faillir à leur mission première qui est celle de défendre les intérêts du peuple, donc de la société civile. Les organisations signataires appellent les organisations de la société civile à ne pas céder à la manipulation et à l'intimidation pour s'opposer à cette ordonnance qui met en péril leur existence et leur fonctionnement. Au peuple de Côte d'Ivoire qui ne doit pas se rendre complice de la restriction de ses libertés d'expression, d'association et de réunion qui sont des droits fondamentaux dans une société dite démocratique. Aux guides religieux et traditionnels de soutenir notre initiative en leur qualité de garant de la paix et des valeurs qui fondent notre société. Chers amis de la presse, nous comptons sur vous pour traduire fidèlement la cause des organisations signataires de la saisine du rapporteur spécial de l'ONU sur les libertés d'association et de réunion. Enfin, le tout sera couronné, le cas échéant, par des recours en justice devant les institutions judiciaires de la République, si vraiment nous l'estimons nécessaire. Voilà. Je vous remercie. Ainsi ai-je dit et parlé au nom de l'ensemble des responsables d'organisations ici présents. Je vous remercie. Allô? Ok, merci monsieur le conférencier.
Nous allons très rapidement ouvrir une liste de 4 personnes dans un premier temps. Et s'il y a d'autres relations, nous allons continuer. De la liste, je peux déjà prendre le nom. Humain, d'accord. C'est madame Léontine Aguier. Aguier. Logan. Logan, s'il vous plaît, madame. Non, citoyenne. Citoyenne ivoirienne. Il y a une relation. Une autre main en l'air. Oui, monsieur. JB Guadio. Journaliste Congo Laï. 2. Nouveau. Madame Louantine, vous avez la parole. Je suis membre de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer ma fierté de voir mes collègues ici présents pour défendre. Une partie de la société civile aurait été exclue du processus d'élaboration de cette ordonnance. Quelle est cette partie-là qui a été exclue? Et puis en fait, compte vous comptez saisir la justice. Pensez que notre justice, là, celle-là, elle est capable de vous accompagner dans ce combat. Ce sont les deux questions pour l'instant. Nous allons laisser les conférenciers répondre. Moi, je sais parler. D'accord. Merci, Madame Aguier et chers collègues. Je rappelle qu'on se connaît depuis belle lurette. Madame également est bien sûr de la société civile. L'initiative, comme nous l'avons dit, est spontanée, née du fait que nous avons vu cette ordonnance publiée. Et l'appel a été lancé par les organisations ici présentes qui se sont réunies spontanément. Notre objectif était d'avoir un grand nombre d'organisations, étant entendu que l'union fait la force. Mais nous avons constaté que ce n'était pas le cas. Mais ça ne peut pas nous ébranler. Voilà, avec ou sans, nous allons avancer, étant entendu que la saisine des rapporteurs produit le même effet, qu'on soit seul ou qu'on soit 1000. Bien sûr, il y a la possibilité de rejoindre l'initiative qui n'est nullement fermée. Cette initiative ne prendra fin que lorsqu'on aura une législation sur la société civile qui soit conforme à ce que la Constitution dit. Veuillez comprendre que notre démarche est purement juridique, elle est purement scientifique, et elle ne repose pas sur des sentiments. Ce n'est pas un service qu'on demande à l'État. On demande à l'État de respecter la Constitution que lui-même il a fait adopter. C'est ce que la Constitution a dit. L'article 26, la société civile est l'une des composantes d'expression de la démocratie. Mais une composante d'expression de la démocratie, on ne légifère pas sur elle en vrac. Voilà. La partie de la société civile, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. La partie de la société civile qui a été exclue, nous partons du constat que au début il y a eu des consultations. On reconnaît qu'on a été appelé à des consultations à Grand Bassam. Pour la loi. Pour la loi. En 2019 et 2021, on a bel et bien participé. Et ce qu'on avait suggéré, on ne retrouve pas ça dedans. Donc il n'était point question d'ordonnance. Mais depuis 2021, on n'a plus de nouvelles. Et dans la présentation de l'exposé des motifs de l'ordonnance, on nous fait comprendre que ça a été fait avec la société civile. Laquelle des sociétés civiles? Parce que, une chose est au moins sûre, à tout le moins, tous ceux qui ont été invités à Bassam en 2019 et 2021, ce n'est pas tous qui ont été consultés pour l'ordonnance. Et ce que nous sommes en train de faire, cette initiative, nous le faisons avec un esprit républicain. Nous ne le faisons pas pour jeter le discrédit sur qui que ce soit. Nous disons simplement que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Essayons de faire les choses bien. Nous sommes à la veille des élections et la société civile a un rôle important à jouer et nous ne sommes plus prêts à céder quoi que ce soit. Pour qu'encore notre chance soit restreinte et que demain les Ivoiriens se retrouvent à se battre, à se tirer dessus. Pour un pays qui sort d'une décennie de crise, mais on ne peut pas se permettre d'avoir des normes aussi restrictives que celles-là quant à l'expression des droits et libertés fondamentales.
excusez-moi, mais je vais dire, ça tombe sous le coup du sens. Donc, cette partie de la société civile qui a été exclue à tout le moins, c'est nous qui sommes là. Voilà. Et je pense même, je suis prêt à mettre ma main au feu, qu'il y a beaucoup d'autres organisations qui n'ont pas été associées à cela. J'en demeure convaincu. Mais dans un processus comme celui-là, il ne faut laisser personne derrière ou de côté. Il faut consulter tout le monde. On ne peut pas légiférer sur une corporation à l'insu de cette corporation. Quand il s'agit de légiférer pour les députés, ils sont là. Quand il s'agit de légiférer pour les médecins et pour les enseignants, mais c'est eux qui sont à la manœuvre. Mais quand il s'agit de légiférer pour la société civile, on veut qu'on nous donne la liste de ceux qui ont participé à ce code pénal de la société civile. Parce que c'est un code pénal. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, sur la justice, pardon. Alors, nous sommes organisation de la société civile, donc nous partons sur le principe que nous sommes républicains et que, a priori, nous faisons confiance aux institutions de la République. Nous laissons une porte ouverte au dialogue. Parce que, je répète, nous allons aller jusqu'au bout. Nous laissons une porte ouverte au dialogue pour que cette ordonnance soit retirée. Je répète, une ordonnance est différente d'une loi. Tant qu'elle n'est pas ratifiée, elle demeure du domaine du règlement. Elle est attaquable. Je mets n'importe quel juriste au défi de venir me démontrer le contraire. Et à la lecture de la Constitution, ce n'est même pas une loi ordinaire qu'il faut. Je répète, c'est une loi organique qu'il faut. Lisez l'article 102, vous verrez ce que c'est une loi organique. Et lisez l'article 26. La lecture combinée indique que autant c'est une loi organique qui organise l'Assemblée nationale, qui organise le Conseil constitutionnel, qui organise toutes les institutions de la République, parce que ces institutions sont prévues dans la Constitution, mais autant la société civile, elle aussi, doit être organisée par une loi organique, parce qu'elle est prévue dans la Constitution. Donc, alors que la Constitution nous dit qu'on doit être à ce niveau, on est prêt à accepter une loi ordinaire, mais on nous ramène sur une ordonnance. Nous allons attaquer cette ordonnance. On va l'attaquer avec tous les moyens légaux et nous faisons confiance à la justice. Et en saisissant la justice, nous allons prendre tout le peuple de Côte d'Ivoire à témoin. Si demain, l'exercice des libertés est encore restreint, on va prendre toute la Côte d'Ivoire à témoin. Au moment où il s'agit de lutter contre cette ordonnance, personne n'a levé le petit doigt, y compris des gens de la société civile. Surtout des gens de la société civile qui sont dans les institutions, qui sont dans les ministères. Vous comprenez? Voilà. Pour nous, il ne faut pas jouer avec la société civile. Il faut prendre la société civile au sérieux, surtout quand on en vient. Il faut prendre la société civile très au sérieux. Et nous ne sommes pas prêts à accepter que cette ordonnance voit le jour. On s'engage à vous dire, nous n'allons pas donner de répit jusqu'à ce que cette ordonnance soit retirée. Nous demandons gentiment et poliment aux autorités de retirer cette ordonnance et d'engager de nouvelles consultations pour l'adoption d'une loi en bonne et due forme. Qu'il y ait des débats devant les parlementaires. Qu'est-ce qui justifie l'urgence? Parce que quand on prend la Constitution, c'est l'article 106 de la Constitution qui parle de l'ordonnance. L'article 106 de la Constitution nous dit quoi? Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale d'intervenir dans le domaine de la loi pour la mise en œuvre de son programme. Généralement, quand le président de la République le fait, c'est qu'il y a urgence, ou bien qu'il y a péril, ou bien qu'il va aller vite. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on a été régi pendant 64 ans par une loi de 1960. Ça n'a pas posé de problème. Mais qu'est-ce qui justifie brusquement l'urgence maintenant d'adopter une ordonnance? Donc qu'est-ce qui est urgent maintenant qui ne l'était pas sur les 64 années passées? Sinon que les échéances électorales à venir. C'est là qu'il y a à rebondir. Quel lien faites-vous avec les élections? On a déjà fait le lien, monsieur. On a déjà fait le lien et le lien est que nous mettons ça aussi en lien avec la modification de l'article 185 nouveau du Code pénal, où il est dorénavant interdit de se prononcer sur les condamnations, il est dorénavant interdit de manifester contre les décisions de justice, etc. Qu'en dehors des compétitions politiques, nous ne demandons qu'une seule chose: vivre en paix dans notre pays, avoir la possibilité de nous exprimer librement et faire en sorte que chacun puisse dire ce qu'il pense pour l'avancement du pays. On n'a nul autre part où aller. Donc si ce pays se gâte, on n'a pas d'argent pour l'exil. On n'a qu'ici. Et on veut le bien pour nos descendants et pour les jeunes générations de Côte d'Ivoire. Et pour cela, c'est une responsabilité collective et intergénérationnelle de faire en sorte que ce qui n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire ne puisse pas prospérer. Donc le lien, il est clair et il est établi. L'urgence pour nous, il est clair qu'il s'agit
d'essayer de voir comment, je vais dire, aménager ou bien encadrer les choses à l'orée des élections. Je répète, qu'est-ce qui est urgent maintenant qui ne l'était pas sur 64 ans? Pendant 64 ans, on était régi par une loi qu'il faut améliorer. Mais là, on ne voyait pas d'urgence. C'est maintenant qu'on voit l'urgence de ça. Excusez-nous, il y a un problème. Voilà. Demande à la dame qui est au fond, qui n'a pas de... Il y a... Madame, vous n'avez pas de question? D'autres interventions? Oui. Non, Vous êtes de quel organe? C'est quel organe? Agence France-Presse. Ok. Allez-y, rapidement. D'accord, merci. Je suis Ferdinand Naïf, qui vient de Gand. Je m'explique du retard. Je vais revenir sur le problème de la représentativité, de l'absence des autres ONG. Vous avez dit que vous avez lancé un appel. Je voudrais savoir quel était le mode de communication par rapport à l'appel lancé aux autres ONG. Je n'ai pas que vous trouviez comme ça, à ce petit nombre. Tout le monde est concerné, c'est vrai. Comment vous avez fait pour communiquer avec eux? Ok. Oui, je suis Dos Sostel, InfoCentral.net. Alors, je voulais savoir concrètement et de façon précise, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait une société civile forte et efficace? Une agence? InfoCentral.net. On va aller d'abord avec ces deux questions. Je suis Dr Kwame Christophe de Civis Côte d'Ivoire. Je vais répondre un peu à la première préoccupation concernant le mode de mobilisation. Pour ceux qui suivent l'actualité nationale, vous savez qu'il n'y a pas plus tard que 3 semaines que nous avions saisi le Conseil constitutionnel ivoirien contre le fameux article modifié de 185. Le Conseil constitutionnel n'a pas pu nous répondre relativement au collectif que nous avions formé. Parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, sur les 20 ONG mobilisées, il n'y avait que Civis Côte d'Ivoire qui était inscrit au journal officiel. Donc ça pose toujours le problème de la législation des organisations de la société civile. L'OIDH de M. Sémien, à ma droite, a été créé, je crois, 2 ans avant Civis Côte d'Ivoire. Civis Côte d'Ivoire a réussi à avoir son journal officiel, alors que lui, il est encore au récépissé provisoire. Donc, ce n'est pas la quantité. 95% des ONG aujourd'hui n'ont pas de documents, je dirais, juridiques pour rester en justice devant les institutions. Donc, au retour judiciaire, parce que c'est les vacances judiciaires, nous allons ressaisir le Conseil constitutionnel, malheureusement avec une seule ONG, parce que c'est une seule ONG dans tout ce groupe-là qui a les papiers pour rester en justice. Donc c'est un véritable problème. Là, nous nous manifestons pour l'ordonnance, pour régler ce problème-là aussi, qui était pendant, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'avec l'article 185 du Code pénal, l'article 196 à 199 du Code pénal qui interdit toute marche en Côte d'Ivoire, parce que c'est ces articles que nous avons saisis, c'est pour ces articles que nous avons saisi le Conseil constitutionnel, nous allons ajouter à ces articles-là l'ordonnance pour laquelle nous allons saisir. Mais dans le cadre de l'ordonnance, il y a 2 types de saisies. Donc, vous serez encore dessus de voir que ce sera une seule ONG qui va saisir, parce que c'est la seule ONG de ce groupe-là qui a le journal officiel, qui a tous ses papiers à jour. Donc, sur les 50 ONG que nous avions constitués, nous avions appelé ça le collectif Les Libertés. Effectivement, le collectif Les Libertés n'avait pas de document juridique pour rester. Ça, c'est la limite du système francophone dans lequel nous jouons. Donc, il faut le savoir. Oui, je vais apporter un complément d'information. Le 22 juin 2024, on a organisé des journées de consultation populaire sur les élections en Côte d'Ivoire. Et à cette, on va dire, activité, il y a 37 organisations de la société civile qui ont participé, dont des fêtières. Donc quand on veut faire le compte, on était une centaine d'organisations de la société civile. Et à cette activité,
il y a un exposé sur l'ordonnance qui a été fait par le président de l'OIDH. À l'issue de cet exposé, la société civile présente a pris conscience de la dangerosité de cette ordonnance et séance tenante, on a décidé de signer une motion contre cette ordonnance. Et 25 organisations de la société civile, dont des fêtières, ont signé cette motion. Et ces 25 organisations-là ont été appelées individuellement pour leur dire qu'on allait tenir une réunion à laquelle on allait valider un courrier de saisine du rapporteur et qu'on allait signer. Au-delà de ces 25 organisations, chacun a appelé les organisations qu'il connaît. On ne va pas citer leur nom, je ne vais pas les mettre mal à l'aise, mais on s'est retrouvé à 6 pour signer cette ordonnance. Et sur les 6 qui ont signé, il y a un qui a été appelé par un ministre pour être menacé, qui a voulu se retirer. Et comme on l'a dit, on n'oblige personne, donc on ne retient personne. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à 5. Et aujourd'hui à 7, parce que par exemple l'ONG Alerte Conflit, le président était en voyage, donc ils n'ont pas pu envoyer quelqu'un, et l'autre aussi. Donc, c'est tout simplement un manque de responsabilité de toutes les organisations qui ont été appelées. On n'a pas dit qu'on a appelé tout le monde, mais ceux qu'on a appelés là, c'est une absence, une insuffisance de responsabilité et je l'assume. Voilà. Oui, mais si tu as peur, c'est que tu n'es pas responsable. En fait, en plus de la peur, le débat d'aujourd'hui relève la non-protection des acteurs. M. Sémiel l'a dit tout à l'heure, dans l'exercice de nos fonctions, systématiquement, nous avons ces appels, nous avons ces SMS, nous avons ces WhatsApp. Mais si dans la législation, il y avait des recours pour nous protéger, on pouvait saisir les institutions, ne serait-ce qu'épuiser les recours. Or, ce qu'on dit aujourd'hui, l'ordonnance qui vient regrouper notre fonctionnement pour encore peut-être 64 ans ou 128 ans, cette ordonnance marque maintenant la différence qu'il n'y a même pas de recours pour nous. C'est-à-dire, si cette ordonnance légifère, non seulement il n'y a pas de recours, mais on ne pourra rien faire parce qu'on sera un bras hiérarchique de la DGAT, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et sa section territoriale qui va nous agir. Donc, en plus de la peur dont a parlé ma collègue, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de protection juridique dans cette ordonnance qui nous laisse à la merci de l'exécutif. Dans un pays, il y a une organisation qui vient de très loin, que les penseurs de sciences politiques ont donné. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans tout pays, toute dissolution d'une organisation qu'elle soit passe par le judiciaire. Donc, cette ordonnance dit clairement que nous, exécutifs, on va vous dissoudre sans avoir recours à la justice. Cette ordonnance, il n'a pas peut-être assez appuyé, est nulle et de nul effet. Elle ne peut gérer aucune organisation de la société civile en Côte d'Ivoire. Elle est nulle et de nul effet. Elle ne pourra pas s'exercer. Personne en Côte d'Ivoire, dans le cadre des actions de la société civile, ne doit respecter cette ordonnance parce qu'elle n'est même pas classifiée. Si on prend l'article 111, elle ne doit même pas exister. L'article 106 de la Constitution, elle ne doit pas exister et aucun exécutif n'a le droit. Cela vient de très loin, c'est pour cela d'ailleurs qu'on a saisi l'ONU. Essayez de parcourir quelques constitutions dans le monde. Toutes les libertés fondamentales depuis la Deuxième Guerre mondiale ont été retranchées du domaine réglementaire. Parce que déjà l'ONU, avec les guerres internationales, savent que dans tous les pays, quand les citoyens vont essayer de se regrouper, l'exécutif, c'est contre l'exécutif qui exécute. L'exécutif exécute tout ce qu'il y a comme mandat au niveau du gouvernement. Donc c'est lui qui peut faire des fautes ou pas. Et en face, c'est la société civile organisée à travers les citoyens qui peut répondre. Donc lui, cette force ne peut pas gérer notre force. On est censé être indépendant et interdépendant et être dynamiquement, travailler ensemble pour que le pays se développe. Donc le fond même de l'idée, la vision même de l'ordonnance est nulle et de nul effet.
Merci. Rapidement, il y a une question qui a été posée sur ce qu'il faut pour que la société civile puisse vraiment décoller, être forte. Cher monsieur, dans un premier temps, il faut dire que ne restons pas dans le fétichisme du nombre. Vous comprenez? Je vous réponds en même temps, vous deux. Vous savez, la société civile ivoirienne a brillé de par son absence du débat public sur les 30 dernières années. Pour nous, si on en arrive à se faire la guerre, à se taper dessus, parce que ce pan-là de l'histoire du pays, on a tendance à l'oublier. On s'est fait la guerre ici. Et le débat politique n'a pas changé. On s'en va en 2025. C'est les mêmes personnes dans les mêmes positions qui sont encore là. Je n'invente rien. Mais quel est le rôle de la société civile, en fait? Est-ce que la société civile a joué son rôle? Et en me mettant dedans, je serais tenté de répondre par le négatif. Est-ce que la société civile a fait ce qu'il faut dans ce pays? La réponse est non. Quand les Ivoiriens n'ont plus confiance en leur gouvernement, n'ont plus confiance aux partis politiques d'opposition, le dernier recours, c'est qui? Qui puisse porter leur voix. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Et c'est un autogol que nous nous faisons. Hein. On se tire une balle dans le pied. C'est une remise en cause de nous-mêmes pour dire qu'il nous faut prendre plus de responsabilités. Et dans ce train-là, on n'oblige personne à monter. Mais le train ne va pas s'arrêter. Nous sommes des porteurs de changement. Nous ne sommes pas des acteurs politiques au sens de compétir pour l'exercice du pouvoir d'État. Nous ne sommes pas ici pour jeter le discrédit sur les autorités. Nous sommes juste ici pour dire comment les choses doivent fonctionner par rapport aux règles qu'eux-mêmes ils ont édictées. Quel doit être le rôle de la société civile? C'est d'établir la balance entre détenteurs de droits et débiteurs d'obligations. Détenteurs de droits, c'est nous, c'est le peuple, et les débiteurs d'obligations, c'est l'État, l'appareil de l'État et tous ceux qui animent l'État. C'est nous qui leur avons confié temporairement et temporellement la gestion de l'État, qui est notre bien commun. Mais ce gestionnaire-là de l'État, il faut souvent qu'on puisse regarder comment est-ce qu'il gère l'État. Mais au lieu que ce soit ça, c'est plutôt lui qui veut regarder comment est-ce que nous, on regarde comment lui va gérer. Alors, excusez-moi, c'est ahurissant. Et comme Christophe le disait tout à l'heure, parcourez toutes les constitutions, parcourez la plupart des législations sur la société civile. C'est très rarement qu'on voit des ordonnances. L'ordonnance est la forme. En fait, je vous traduis juridiquement ce que c'est l'ordonnance. L'ordonnance, c'est le raccourci que le président de la République prend pour intervenir dans un domaine qui n'est pas son domaine. C'est-à-dire, l'ordonnance vise à contourner le Parlement. Bon, dans notre système, vous êtes déjà majorité au Parlement. C'est quoi le problème? Quel est le problème? C'est-à-dire, ce que vous voulez qu'il passe, ça va passer. Mais au moins, l'élégance républicaine aurait voulu que ce soit fait. Si c'était passé par le Parlement, que même ça, c'était ça, et que les députés avaient adopté, on allait faire quoi? Qu'est-ce qu'on allait faire? Nous, on appelle ça l'élégance républicaine. Et ça, on ne peut pas accepter. Vous savez, la colère du cabri n'empêchera pas la tenue de la fête. Voilà. Donc que des gens soient d'accord avec nous, ils ne sont pas d'accord avec nous, cette ordonnance-là, elle ne sera pas appliquée. Il faut une rupture et la rupture doit voilà. Elle ne sera pas appliquée. On respecte les autorités, on est prêt, ouvert à ce que le processus reprenne. Mais jusqu'à ce que le projet de loi de ratification arrive devant le Parlement, nous allons attaquer cette ordonnance par tous les noms. Et en ne répondant pas, il ne nous laisse pas d'autre choix. On aurait, parce que certains disent, ça tombe bien, je vais revenir sur ça, certains disent, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé vers le ministère pour faire part de nos inquiétudes? Mais on n'est pas allé vers le ministère parce qu'ils ont adopté une ordonnance. Une ordonnance, elle est exécutoire par provision. C'est-à-dire l'ordonnance, elle est exécutoire. L'ordonnance fonctionne différemment de la loi. L'ordonnance ne passe pas devant les députés. Dès que le président signe, c'est exécutoire en même temps. Donc, vous ne nous avez pas consulté pour adopter l'ordonnance, mais pourquoi vous voulez que nous vous consulte pour faire le coup? Franchement. Si c'était un projet de loi qui était devant les parlementaires, on aurait même pu aller les voir. Parce qu'un projet de loi, ce n'est pas une loi. Voilà, c'est encore discussion devant le Parlement. On peut aller pour dire, ah non, ça, on n'est pas d'accord. Tant que le ministre est devant le Parlement, etc., il peut essayer de corriger ce qu'il peut. Mais l'ordonnance, on ne peut plus rien toucher. Donc, vous voulez qu'on discute de quoi? J'attire votre attention sur la date du 12 juin 2024. On nous demande de nous mettre à jour jusqu'au 12 juin 2025. Ça veut dire quoi? À partir du 12 juin 2025, toutes les organisations n'existent plus. Et on encourt des peines de privative de liberté. Et de l'argent, 1 million, ça fait quoi? 5 millions là sur la table qu'on n'aura pas. Et donc ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que du 12 juin 2025 jusqu'aux élections,
nous qui sommes là, et la majorité des ONG on n'existe plus, n'auront pas le droit de regard sur les élections 2021 pour prendre part. Vous devez mettre un grand bandeau sur mon... Parce que quand vous nous demandez de nous mettre à jour par rapport à la législation actuelle, me mettre à jour, il faut que j'ai quelque chose. Mais sous l'empire de l'ancienne législation, je n'ai rien. Donc je me mets à jour, donc je repars à zéro. En fait, ça veut dire de sans doute convaincu qu'avec ce que je viens de dire, ça ne va jamais aboutir. Le blocage est à quel niveau pour le récépissé définitif? Son ministère le ministère de l'Intérieur. Poser la question. Non, ce n'est pas quelque chose qui est relatif à notre organisation seulement. Je dis bien, c'est au moins 95% des ONG. Justement, les ONG fournissent tout. On vous dit que les enquêtes sont en cours. Après, on vous dit que non, ça a été transmis à la DGAT. Après, on dit que non, ça a été sur un bordereau. Et puis là, on attend. Et durant tout ce laps de temps-là, vous n'avez aucun recours. On n'a aucun recours. Même dans cette nouvelle ordonnance encore, on n'a aucun recours. Parce que quand vous nous dites l'enquête de moralité, vous ne nous dites pas en quoi consiste l'enquête de moralité. Parce que pendant l'enquête de moralité, il peut ressortir dedans qu'un tel n'est pas apte à diriger une organisation. Et cette décision n'est pas susceptible de recours. Ce qui veut dire, on peut dire on n'aime pas la tête d'un tel, et l'enquête de moralité trouve quelque chose, et puis on lui interdit ça. Ça, c'était également prévu dans la loi de 1960. Mais si on veut avoir une législation évoluée, il faut que ça se soit corrigé. L'enquête de moralité est enfermée dans quel délai? Passer ce délai, quelles sont les conséquences juridiques qu'on en tire? Est-ce que si l'enquête de moralité, après 2-3 mois, je n'ai pas eu de retour, est-ce que je peux considérer que j'existe légalement ou pas? Ou bien est-ce que j'ai un recours pour forcer l'administration à me donner un récépissé? Si vous avez fait votre enquête et que vous n'avez rien trouvé, laissez-moi évoluer. Mais là, si vous avez trouvé quelque chose, mettez ça sur la table pour qu'on puisse discuter. Mais on ne nous dit rien sur ça, l'enquête de moralité. Et deuxièmement, la décision ou pas de donner l'arrêté définitif est laissée à la discrétion du ministre. Là également, on a un souci avec ça, parce que c'est une question de droit et de liberté, normalement, qui ne devait pas être laissée à la seule discrétion du ministre. J'aurais pu comprendre que la décision du ministre soit enfermée dans un délai. Passer ce délai, j'ai un recours pour excès de pouvoir. À l'intérieur de ce délai, j'attends. Mais passer ce délai, j'ai un recours. Alors, on a un droit administratif. Mais c'est quoi ces prescriptions du droit administratif qui ne sont pas enfermées dans des délais? Excusez-moi, j'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. Et on avance comme ça en vrac. Et personne ne lève le petit doigt. C'est notre existence, c'est notre ADN, c'est notre extrait de naissance qui est menacé. C'est-à-dire que là, tout à fait cessante, les ONG doivent arrêter toutes les activités pour se battre contre cette ordonnance. Parce que demain, toutes les activités qu'on est en train de faire là, mais on ne promet plus les faire. Quand on dit le conseil des ministres peut dissoudre une ONG qui n'a pas travaillé dans le sens de l'ordre public de la cohésion. Ah, encore que l'interprétation de l'ordre public, c'est laissé à l'appréciation. C'est ce qui veut dire, si l'exécutif a posé un acte qui ne plaît pas et qu'on se lève contre, il peut dire que ça crée un trouble à l'ordre public. Et dissolution. Sans possibilité de voie de recours. Alors, je ne sais pas si on réalise la gravité de la situation. Si tu permets, je voudrais même dire que dans le temps, on estimait dans la société civile que le fait que le système ivoirien soit un système déclaratoire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation, lorsqu'on on se constitue en ONG, on estimait que c'était une chance pour nous que ce système soit ici. Mais que nenni, dans la mesure où vous partez déposer, on vous donne un récépissé, et puis c'est fini. Vous avez beau appeler, vous avez beau faire des relances, rien du tout. On a même des membres de la société civile qui désormais travaillent dans ces structures-là. Et donc on applaudit des deux mains et même de tous les membres en nous disant que ok, ça nous rend service, et même dans des ministères, surtout dans des ministères. Donc pour nous, c'est une bonne chose pour la société civile. Mais lorsque vous les voyez, mais mon dossier est là-bas, je vous parle depuis 2019. Je suis soi-disant président du mouvement panafricain pour le civisme et les droits humains. Mais je préfère ne pas exercer. Je préfère être encore membre de structures qui ont des récépissés. Et encore. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs ONG comme ça qui ne peuvent pas fonctionner, je veux dire, officiellement, parce que, là, ça va être gros cœur qu'on le fait. Parce que le fait
qu'on ait eu le récépissé de dépôt nous permet, en guillemets, mais demain ils peuvent encore dire que non, vous n'avez pas le document officiel vous permettant d'exercer. Donc eux, ils ont, avec eux, ils tirent sur eux le drap pour se couvrir. Et nous, on reste nus. Regardez un peu ce que j'ai décrit un peu comme image. Donc voilà ce que je veux dire. Il y a beaucoup de manquements comme ça. On estime que bon, le test il est vieux. Il y a plusieurs, on a travaillé là-dessus. Il y a plusieurs manquements, il y a plusieurs éléments qu'on peut ajouter pour pouvoir enrichir le test. Mais voilà qu'aujourd'hui encore nous dépouille du peu qu'on a. Qu'est-ce qu'on devient? Et ça n'émeut personne. Pas du tout. Encore plus ceux qui sont de la société. Ceux qui sont de la société civile, certains applaudissent même cette ordonnance. Quel est l'intérêt? Ah, c'est eux qui peuvent expliquer. Ça dépend de leur position. Ils ne sont plus dans la société civile. Ils nous disent où ils sont. Donc nous vous remercions vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais terminer sur cette exhortation. Peut-être permettre à chacun des responsables ici présents de dire un mot. Voilà. Comment? Je voudrais préciser quelque chose. Oui. En ce qui concerne l'OIH, nous êtes actuellement, l'OIH a suivi tous ces étapes. Je voudrais savoir que c'est la signature du ministre qu'on attend depuis plusieurs années. Comme le président l'a dit, ce n'est pas enfermé dans un délai. Je ne sais pas si avec cette conférence de presse aujourd'hui, ils vont nous donner encore notre récépissé. C'est ce que je voudrais préciser. Merci. À votre permission, vous allez écouter chacun des principaux responsables pour ne pas qu'on pense qu'ils soient influencés quelque part autre mesure. Voilà. Je devrais le remercier. Je l'ai dit, je suis le directeur de ONG Alain Conflit, organisation de la justice. Ça a été une mobilisation spontanée, comme on l'a dit. Nous sommes là en toute conscience et nous assumons tout ce qui a été dit. De façon concertée, nous avons décidé que 3 d'entre nous continuent. Oui, Impact New Generation, ING, ne pouvait pas être en marge de cette rencontre, je dirais historique, parce que cette démarche influence considérablement les acteurs de la société civile, voire les Ivoiriens dans leur ensemble. Impact New Generation, Impact donc, comme dans sa vision, l'héritage aujourd'hui et le lendemain de nos enfants. Si en 2025, il n'y a plus d'organisation de la société civile, qui va superviser les élections à venir? Est-ce qu'on aura notre mot à dire de les élections à venir? Est-ce que nous allons exister? Cette démarche donc vise notre existence. Eh bien, vous qui n'avez pas encore pris conscience, c'est maintenant, à partir de cette rencontre, de vous réveiller et de nous réveiller. Merci. Bien. Je pense bien que la Fédération africaine pour le développement durable, la PEG FADED, ne pourrait pas rester en arrière-plan dans ce combat. D'autant plus que n'avoir aucun lien dans le sens propre du terme comme dans le sens figuré, et c'est une ordonnance vraiment qui menace notre existence. Et nous allons aller jusqu'au bout. Je vous remercie. Avec votre permission, je voudrais terminer par une exhortation. Laquelle exhortation se résume en 3 points. Le premier point, qu'il est bon que vous puissiez rendre fidèlement, est le suivant. Ce regroupement spontané est un regroupement de la part d'acteurs de la société civile consciencieux
et soucieux de leur rôle en tant qu'acteurs de la société civile. Il n'est motivé par aucune influence politique. Je le répète, par aucune influence politique. 1. 2. Il s'agit pour nous de prendre notre responsabilité devant l'histoire. C'est une marche que nous avons engagée pour obtenir, n'est-ce pas, des changements. Et il va falloir que vous commenciez à vous habituer à ce que la société civile ait davantage de répondants. Ceci repose sur un postulat simple. Est-ce qu'en matière démocratique, la Côte d'Ivoire avance ou elle recule? Si elle avance... La team, on vient de voir plusieurs vidéos. Hein. Une petite vidéo où certains membres du gouvernement sont au village d'Adjamé pour demander pardon à ce peuple meurtri, à ce peuple en pleurs, à ce peuple qui a tout perdu. Vous savez quand même que ces gens ont détruit tout un village. C'est quand même un symbole de méchanceté. C'est quand même un mépris inimaginable. C'est un foutage de gueule. Mais c'est l'Afrique. Et en Afrique, tout est possible. Et les indignations sont même sélectives. Quand vous souffrez, on vous dit c'est bon. Peut-être parce que vous n'avez pas soutenu hier, on ne vous soutient pas aujourd'hui. Ça ne devrait pas être comme ça, mais en Afrique, c'est comme ça. Et c'est bien dommage. Vous avez aussi eu une autre vidéo où cette brillante dame essaye d'interpeller M. Alassane Ouattara sur quelque chose qui devrait pourtant être élémentaire. Tout le temps, il voyage, il est en France. C'est peut-être sa meilleure destination pour les vacances. Mais à chaque fois où ses vacances finissent, il est toujours bras dessus, bras dessous avec M. Emmanuel Macron, sa femme Brigitte Macron et bien évidemment Madame la première dame Dominique Ouattara. Avec cette impression de donner un cadre rendu à M. Emmanuel Macron, on a fini par vraiment perdre la face et on ne sait plus vraiment où mettre la tête. La question est donc simple aujourd'hui. Monsieur Alassane Ouattara, est-ce qu'il prend véritablement conscience d'une réalité aujourd'hui? Les temps ont changé, monsieur le président Ouattara. Nous sommes en 2024 et presque 2025. Les populations sont en train d'ouvrir les yeux. Est-ce que vous trouvez normal que tous les jours vous êtes chez monsieur Emmanuel Macron, dans ce bureau, on a l'impression que vous êtes même devenu le vice-président de la République de la France. Et lui, il ne vient jamais faire ça chez vous. Abidjan est si beau, mais pas pour des vacances pour Emmanuel Macron. Ou alors quand il vient, c'est rapidement, il doit rentrer le lendemain. Voilà donc à quel niveau nous mettons nos pays et à quel niveau eux, les Européens, mettent leur pays. Leur pays est important à leurs yeux. Et pour vous, ce n'est pas le cas. Et pour finir, nous avons eu ici cette vidéo encore depuis Chiring Ballet, où il y a encore beaucoup de dénonciations. Et une fois de plus, il faut apprécier. Vraiment ici, moi je n'ai que des appréciations. Parce que vous avez un gouvernement qui ne comprend rien. Et on a même envie de dire que l'opposition ivoirienne est aussi devenue trop bavarde. Elle bavarde, elle bavarde, elle bavarde, elle dénonce, elle n'agit pas. Mais quand vous avez de l'expérience dans ce domaine, vous savez que elle ne bavarde pas sans agir. Elle agit. Et sur plusieurs plans. C'est seulement que les ajustements que la majorité du peuple attend, ce n'est pas ces ajustements que l'opposition utilise. Et pourtant, vous devez comprendre une chose. Les ajustements qu'on attend doivent arriver seulement en dernier ressort. C'est-à-dire, on doit épuiser toutes les possibilités qui nous évitent d'arriver à ces ajustements-là. Sauf et seulement si le gouvernement nous oblige à arriver à ces ajustements que nous allons arriver. Mais pas avant d'avoir tout essayé. Et donc, laissez l'opposition suivre son chemin, peu à peu, car elle va arriver à destination, mais en évitant de faire du mal au peuple. Ce n'est pas ça la priorité. Une opposition responsable ne parle pas de niagamer le pays juste pour le pouvoir. Une opposition respecte celui qui est au pouvoir. Même s'il n'est pas légitime, selon eux, il a été illégal. Mais la façon de violer les lois et d'être illégitime prendra fin. Et quand ça prendra fin, il n'y aura plus rien à faire. Ceci étant dit, la team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à toutes ces vidéos. On se voit pour une autre.